Avril 2014. Au procès de Manuela González, son neveu Jonathan prend la parole. Jusqu'ici, la famille fait bloc autour d'elle. Lui dit autre chose. Il parle d'un sujet devenu tabou, puis il prononce une phrase étrange. J'ai l'impression qu'il y a un secret de famille qui pèse. Il ne dit pas lequel, il ne l'explique pas. Il dit simplement qu'il est là. 2 ans plus tard, lors du procès en appel, ce secret jusque-là resté sans nom finit par émerger dans les débats. Il est question de violences sexuelles attribuées au grand-père de Manuela González. Et soudain, la phrase du neveu prend une autre résonance. Parce qu'un secret familial ne disparaît pas simplement parce qu'on ne le raconte pas. Parfois, il reste là pendant des années, invisible, mais suffisamment présent pour organiser les silences autour de lui. Bienvenue dans Clinique du crime. Ici, nous cherchons à comprendre ce qui se joue derrière les faits. Aujourd'hui, un fragment clinique autour de l'affaire Manuela González Cano. Nous allons parler du secret familial. Un secret familial commence souvent par quelque chose qu'on ne peut pas raconter. Un événement, une faute, une violence, une honte. Personne ne formule clairement l'interdiction. Il n'y a pas besoin de dire on ne parle pas de ça. La règle peut s'installer autrement. Par un silence, un changement de sujet, une gêne, une colère lorsqu'une question s'approche trop près. Chacun apprend où se trouve la zone interdite. C'est exactement ce que décrit Jonathan, le neveu de Manuela González, lorsqu'il parle de sa famille au procès. Il dit simplement « On n'échange pas sur cette affaire entre nous, c'est tabou ». Le mot est important. Un tabou n'efface pas le sujet, il lui donne au contraire une présence particulière. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne peut vraiment s'en approcher. Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, a beaucoup travaillé sur ce phénomène. Il parle des suintements du secret. Le secret reste caché, mais quelque chose déborde malgré tout. Une émotion trop vive, une réponse qui se coupe, un récit qui change selon les personnes, un malaise difficile à expliquer. L'enfant ou le proche ne connaît pas forcément ce qui est caché, mais il sent qu'il existe quelque chose. Il perçoit que certains mots produisent un effet particulier, que certaines questions ferment les visages, que certaines histoires semblent commencer sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout. Le secret devient alors perceptible sans devenir connaissable. Et c'est peut-être ce qui le rend si envahissant. Parce que lorsqu'on ne sait pas, on cherche, on imagine, on tente de relier les morceaux, on construit du sens là où il manque des explications. À force, le secret ne concerne plus seulement ce qui est caché, il commence à modifier les relations autour de lui. Qui pose les questions? Qui les évite? Qui protège? Qui minimise? Qui se tait? Qui accepte de parler? Le silence finit par distribuer des places. Et parfois, la famille se construit autour de cet équilibre sans même en avoir pleinement conscience. C'est là que la phrase de Jonathan prend tout son sens. Il dit avoir l'impression qu'un secret de famille pèse. Et il n'est pas le seul à percevoir cette lourdeur. Un journaliste venu rencontrer la famille évoque lui aussi quelque chose qui semble peser fortement sur elle, comme une présence difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Le contenu reste encore flou, mais l'atmosphère, elle, est perceptible. Quelque chose semble circuler dans cette famille, sans parvenir à se dire clairement. C'est peut-être là que commence réellement le secret familial. Au moment où une famille apprend à vivre autour de quelque chose qu'elle ne parvient plus à raconter. Et un secret familial ne se transmet pas forcément sous la forme d'une histoire. Parfois, justement, il se transmet parce qu'aucune histoire n'est racontée. Une génération sait quelque chose, la suivante en reçoit seulement les effets, une peur, une gêne, une interdiction implicite, une manière de réagir à certains sujets, des morceaux de récits qui ne s'emboîtent pas complètement. Et l'enfant qui grandit là-dedans peut sentir qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi.
Il ne reçoit pas le secret, il reçoit le vide laissé autour de lui. C'est là que les travaux de Serge Tisseron deviennent particulièrement intéressants. Ce qui traverse les générations n'est pas nécessairement le contenu exact d'un événement caché. Ce qui peut se transmettre, ce sont aussi les conséquences de ce silence. Une manière de protéger, une façon d'éviter, une difficulté à poser certaines questions, une sorte de carte familiale avec des zones que l'on apprend à contourner avant même de savoir pourquoi. Lorsqu'un enfant perçoit qu'il existe quelque chose que les adultes ne lui expliquent pas, il cherche malgré tout à donner du sens à ce qu'il ressent. Il observe, il écoute, il relie des détails. Il tente de comprendre pourquoi telle question provoque une réaction si forte, pourquoi telle personne n'est jamais évoquée, pourquoi un souvenir semble provoquer de la honte, de la peur ou de la colère. Et lorsque les mots manquent, l'imaginaire prend parfois la place. C'est l'un des effets les plus troublants du secret familial. Le silence ne laisse pas forcément un espace vide, il peut au contraire produire beaucoup de représentations, beaucoup d'hypothèses, de questions. On peut grandir avec la sensation qu'il existe une histoire derrière l'histoire, quelque chose que tout le monde semble connaître un peu, mais que personne ne raconte vraiment. Et cette énigme peut finir par devenir une part de l'identité familiale elle-même. C'est ici que l'histoire de Manuela González prend une autre profondeur. Lors du procès en appel en 2016, un élément beaucoup plus ancien de son histoire familiale émerge dans les débats. Il est question de violences sexuelles attribuées à son grand-père. Le journaliste Christophe Onblat, qui est présent sur les lieux, revient ensuite sur cette histoire avec Manuela dans l'entretien qu'elle lui accorde avant le verdict. C'était très très difficile depuis 52 ans. Depuis 52 ans, donc c'est arrivé ces choses-là. De garder ça. De garder ça. Et finalement, en avouant ça pendant le procès, pendant la pause, à 12h30, je me suis aperçue qu'une autre de mes sœurs que je ne croyais pas aussi a été abusée par mon grand-père paternel. Il faut rester précis. Ce que nous connaissons ici passe par le récit de Manuela et par ce qui est rapporté du procès. Mais pour notre sujet, un point devient essentiel. 2 ans plus tôt, son neveu Jonathan parlait déjà d'un secret de famille qui pèse. Il ne disait pas lequel, et en 2016, une histoire ancienne de violence sexuelle entre soudain dans la parole publique. Peut-on affirmer qu'il parlait exactement de cela? Non. Mais les deux éléments se répondent. D'un côté, un membre de la famille décrit le poids d'un secret, de l'autre, une histoire familiale jusque-là restée dans l'ombre finit par être nommée. Et c'est là que la transmission du secret devient visible. Pendant des années, le contenu peut rester flou, fragmenté, parfois inaccessible à certains membres de la famille, mais quelque chose de son poids continue de circuler. Le silence, lui, peut traverser les générations bien plus facilement que les mots. Et parfois, ce qui est transmis, ce n'est même plus une histoire, c'est simplement la sensation qu'il existe quelque chose qu'il vaut mieux ne pas toucher. Puis vient le moment où le secret sort de l'ombre. Un secret familial peut tenir pendant des années. Et soudain, quelque chose change. Une parole surgit, un procès oblige à raconter, un membre de la famille pose une question qui ne peut pas être évitée, et ce qui était jusque-là contenu dans le cercle familial entre dans la parole publique. Le tribunal devient alors aussi l'endroit où un secret familial cesse au moins en partie d'être privé. Et cela peut produire un bouleversement considérable, parce qu'au moment où le secret est nommé, tout ce qui s'est organisé autour de lui peut devenir soudain visible. On pourrait imaginer qu'une fois le secret révélé, quelque chose se libère immédiatement. La réalité est souvent plus complexe. Un secret peut avoir structuré les relations pendant des années. Il a pu déterminer qui savait, qui ne savait pas, qui soupçonnait, qui protégeait, qui ne voulait pas entendre, qui avait appris à ne plus poser de questions. Lorsque le secret sort,
toutes ces places peuvent être remises en mouvement. Et de nouvelles questions apparaissent. Depuis quand le savais-tu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ai-je senti quelque chose sans pouvoir le comprendre? Pourquoi ce sujet provoquait-il toujours autant de tension? Pourquoi cette histoire n'a-t-elle jamais été racontée? La révélation donne parfois des réponses. Elle en ouvre aussi beaucoup d'autres. Parce qu'un secret familial ne disparaît pas au moment où son contenu devient connu. Il laisse derrière lui les effets du silence. Et c'est peut-être ici que se trouve l'enjeu le plus profond. Une fois le secret révélé, il faut encore pouvoir en faire quelque chose. Mettre des mots, reconstruire une chronologie, distinguer ce que chacun savait de ce qu'il imaginait, entendre plusieurs versions d'une même histoire, accepter parfois que la vérité familiale ne forme pas un récit parfaitement cohérent. Le travail commence alors après la révélation, parce qu'un événement resté caché pendant des années ne devient pas automatiquement pensable simplement parce qu'il a été prononcé. Il faut pouvoir l'inscrire dans une histoire, lui donner une place, le relier à ce qui existait avant et à ce qui viendra après. C'est aussi ce qui rend l'entretien avec Christophe Ondelat si particulier. Le secret a déjà émergé dans le cadre du procès. Ondelat y revient avec Manuela. Et Manuela raconte. Elle reprend cette histoire familiale avec ses propres mots. Ce moment ne dit pas ce que toute la famille pense. Il ne résout pas davantage ce qui s'est joué pendant des années autour de ce secret. Mais il marque quelque chose. Une histoire autrefois maintenue dans l'ombre peut désormais entrer dans un récit. Et peut-être est-ce là l'une des différences essentielles entre révéler un secret et commencer réellement à l'élaborer. Le secret cesse d'être seulement ce qui pèse. Il devient quelque chose dont il est enfin possible de parler. L'affaire Manuela González ne nous permet pas de savoir ce que chacun savait, ni depuis quand, mais elle montre quelque chose de profondément troublant. Un secret familial ne vit jamais seulement dans ce qui est caché. Il vit dans les silences qu'il impose, dans les questions qu'on apprend à ne plus poser, dans les places que chacun finit par occuper autour de lui. Il peut traverser les années sans être raconté, parfois même les générations. Et pendant tout ce temps, il continue d'agir. En 2014, un neveu dit sentir qu'un secret de famille pèse. En 2016, une partie de cette histoire finit par être nommée. Mais lorsqu'un secret éclate, tout ne s'efface pas avec lui. La révélation ne suffit pas. Il faut encore élaborer ce qui a été tu. L'élaboration, c'est ce travail psychique qui permet peu à peu de transformer un événement resté brut en quelque chose qui puisse être pensé, relié, inscrit dans une histoire. Et c'est peut-être là que commence le véritable après du secret. Non pas au moment où il est révélé, mais au moment où une famille peut enfin commencer à penser ce qu'elle a longtemps seulement porté. Car un secret peut rester enfoui pendant des décennies. Tant qu'il n'est pas élaboré, il peut continuer à organiser le silence autour de lui. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle rediffusion et mardi pour un nouveau fragment clinique. Les affaires inédites reprendront dès le 1er septembre. À très bientôt.